Monsieur Lépine, Madame Cortez, vous allez bien? Oui, Oui, merci. bonjour, merci de l'invitation. Fait que merci à vous d'être venu. Regardez, c'est vraiment un honneur. Je parlais avec mon cousin là, qui m'a beaucoup parlé de vous. Et puis, lorsqu'il m'a proposé là, de vous interviewer, là, j'ai rapidement sauté sur l'occasion. On peut commencer avec une présentation. Dans le fond, peut-être vous présenter là, rapidement qui vous êtes, votre parcours rapidement. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et merci à toute la communauté aussi. Mon nom est Isabelle Cortés, je suis la coprésidente de la Société de Crédit Immo Québec. Donc, ça fait presque 8 ans qu'on est dans les marchés. Aussi, je viens de Mexique, je suis originaire de Mexique. J'ai fini mon baccalauréat en administration des affaires touristiques en 2001. C'est là que j'ai décidé de déménager à Cancun et j'ai fait une carrière dans l'industrie hôtelière et touristique là-bas, jusqu'à 17 ans. C'était beaucoup. Et après ça, j'ai décidé de déménager au Québec à cause de que j'ai tombé à l'amour avec mon mari. Donc, arrivé ici, à Mexique, j'ai laissé ma maison, ma famille, ma carrière. Je devrais quitter tout pour prendre l'aventure, pour former une famille. Okay? Dès que j'arrive ici, Jacques, il était mon mentor déjà, parce qu'on s'est connus à Mexique dans un congrès. J'étais vraiment focusée dans la planification et organisation des événements internationaux à Cancun. Donc, dès que j'arrive ici, j'ai décidé d'étudier et faire une immersion totale, parce que c'était une culture nouvelle. J'ai pris un cours immédiatement, un DEP en comptabilité, après un cours de courtier immobilier commercial, pour comprendre plus les lois. Pour moi, c'était tout nouveau. Donc, je devrais démarrer de zéro. Une nouvelle culture, une nouvelle langue. Après, j'ai fait aussi je viens de finir un petit cours de marché financier, sur les marchés financiers de l'Université de Yale, aux États-Unis. Et dans tout cas, je suis toujours dans le mentorat constant avec Jacques. En 2022, j'ai été invitée à être partie du conseil d'administration de Ferrari Club of America dans la région Canada East. Je suis partie de ça. Et aussi, on a une fondation familiale qui s'appelle Fondation Isabelle et Jacques Lépine. Je suis la présidente et Jacques est aussi le vice-présidente avec moi. Là, c'est une partie de notre contribution sociale, on va dire. C'est la façon qu'on dit merci à la communauté pour laisser aussi un héritage pour nos enfants et aussi pour la communauté. En 2020, avec la Société de Crédit Immo Québec, on a regardé qu'il avait un besoin pour avoir un rassemblement de tous les prêteurs privés. Donc, c'est là qu'on a décidé cofondé l'Association des prêteurs hypothécaires privés du Québec. Donc, je suis investisseur immobilier aussi, résidentiel et commercial. Et ça, c'est mon parcours à date. Wow, tout un CV. Écoutez, ça prend beaucoup de courage, là, vraiment, de venir ici, de vous vous rebâtir littéralement, là. On va en parler là davantage. Vous, M. Lépine, votre parcours rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Moi, Jacques Lépine, j'ai commencé comme investisseur immobilier en 1983. Suite à mes études universitaires à l'Université d'Ottawa, j'ai fait mon bac et même mon MBA. Et à un moment donné, je suis devenu fatigué, tanné dans le rat race. Et j'avais acheté une revue qui s'appelait Finance lorsque j'étais étudiant et ça parlait d'investissement immobilier. Et j'avais acheté un livre qu'il nous proposait, mais je l'avais mis en veilleuse. Puis en 1983, j'ai eu un éveil. Je me dit, regarde, je ne passerai pas ma vie comme ça. Et j'ai commencé un investissement immobilier. Et là, ce fut le début d'une bonne carrière fructueuse et intéressante et passionnante. J'ai acheté dans des taux d'intérêt à 24 % à un moment donné. Alors, j'ai acheté tout ce que j'ai pu et selon moi, c'était au minimum comme valeur. Et l'année d'après, ça a baissé à 8 % le taux d'intérêt. Donc, mes immeubles ont triplé de valeur. Alors, augmenté, oui. Et on me traitait de fou, de malade. Et là, je disais aux gens, regarde-moi dans les yeux, là, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai rien. En effet. Donc, je n'ai rien risqué. J'ai tout risqué sans rien risquer. Et c'est là que ça a été le début de ma carrière d'investisseur immobilier. En 2001, j'ai fondé le Club d'investisseurs immobiliers du Québec pour regrouper des gens qui vivaient cette passion d'investissement immobilier. Parce que ce que j'ai vécu, c'était un isolement.
je viens d'une famille humble et d'amis très humbles, sans fortune. Et imagine en 1983, 85, tu disais à tes amis, je viens de faire 200 000 de profit, alors que le salaire moyen était de 8 9 000 $. Wow. Alors moi, je ne disais pas ça pour me vanter, mais ça agressait les gens. Donc, j'ai fondé le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, où je pouvais m'exprimer, conter mes histoires, et qui sont des histoires véridiques, et inspirer des gens qu'on pouvait réussir dans l'immobilier. Donc, j'ai touché une cible formidable parce que ça répondait à un besoin. J'étais seul à ce moment-là. Et aujourd'hui, le club, il y a 35 000 membres, il y a 85 amis Facebook. Et moi-même, j'ai enseigné à plus de 25 000 personnes comment faire de l'argent en immobilier. J'ai écrit 8 livres, seul ou avec d'autres, seul auteur ou co-auteur, dont la plupart sont sur l'investissement immobilier et le développement personnel. Et en 2016, j'ai vendu le club à Yvan Cournoyer, qui était mon adjoint. Mais je ne me sentais pas prêt à la retraite, donc j'ai démarré tranquillement à faire du prêt hypothécaire. Et en 2017, Jésabelle est arrivée avec moi. Fait que là, elle a vu une belle opportunité. Et elle dit, on pousse la machine. Et là, on a ouvert la machine. Et moi, j'étais plutôt en semi-retraite. Mais grâce à Jésabelle, ça nous a permis de construire un portefeuille intéressant. Et elle n'est pas dans l'ombre, elle est vraiment active. C'est plutôt moi qui s'en va dans son ombre actuellement. Vraiment, Alors, on est des gens passionnés. Vous avez des passionnés. Elle aime le travail, elle aime ce qu'elle fait, moi aussi. Et tu me parlais avant l'entrevue, qu'est-ce qui me garde jeune? Ben, c'est tout ça. C'est la passion, c'est l'amour de ce que je fais. Mon épouse, notre bébé qu'on a ensemble, il faut s'alimenter. Donc, l'être humain, le cerveau a besoin d'être alimenté. Puis même à mon âge, 75 ans en date d'aujourd'hui, mon cerveau est très actif. Tout ce contexte me permet de le garder actif et de me donner une certaine jeunesse et garder mon énergie. Wow. Vraiment inspirant. Vous avez vraiment fondé ensemble la Société des crédits. Oui. Dans le fond, la Société des crédits IMO Québec. Comment est-ce que ça a commencé? OK. Ça a commencé, vraiment, les prêts privés hypothécaires, Jacques les faisait, ça fait presque 20 ans. Mais quand j'ai arrivé au Canada, il m'a invité à être partie de cette entreprise et cofonder l'entreprise. On a regardé que dans les marchés, le premier enjeu pour tous les investisseurs immobiliers, c'est avoir les capitaux. Parce que dès que tu arrives à la banque, premièrement, si c'est pour court terme, pour un prêt privé de court terme, on va dire de 3 mois à 1 an, la banque ne donne pas ce type de prêt. Et deuxièmement, si tu n'es pas un historique, si tu n'es pas des états financiers précédents qui démontrent que tu as une stabilité ou certaine expérience, tu ne peux pas avoir l'argent rapidement. Donc, en visant ça, on a vu qu'il y avait certains marchés cibles qui ont pu aider à passer à un autre niveau. Parce que aussi, il y a des gens qui sont dans l'immobilier, ça fait quelques années, et ils ont besoin d'avoir un petit effet levier, un petit plus pour passer dans un autre niveau. Donc, c'est là qu'on a décidé de démarrer l'entreprise de manière plus corporative. Parce qu'au début, c'était plus familial, et on avait 1 million seulement de prêts. En l'ensemble des portfolios. Et maintenant, on est arrivé à 40 millions et dans un portfolio de 87 projets immobiliers de rénovation et optimisation. Ça, c'est notre marché cible. OK. Vraiment intéressant. Et vous étiez dans l'hôtellerie de luxe au Mexique, oui. C'est ça? Comment est-ce que ça vous a donné vraiment l'expertise nécessaire? Comment est-ce que ça vous a aidé pour ce que vous faites aujourd'hui? Mais c'est facile parce que c'est l'administration. C'est toujours l'administration, la planification, l'organisation, l'exécution. Donc, c'est seulement suivre les mêmes pas, mais focuser dans l'immobilier et en comprenant les marchés. C'est toujours l'étude macroéconomique pour comprendre comment est-ce que ça marche l'économie québécoise, on va dire, ou canadienne, après de Québec, pour comprendre pourquoi l'immobilier, c'est une pièce très importante pour tout le monde. De même, c'est une matière, c'est vraiment comme l'hôtellerie, on va dire. Un hôtel, c'est saisonnal, mais tu as un service à clientèle quotidienne. Mais dans l'immobilier, c'est une clientèle que tu as, mais ce n'est pas chaque jour que tu as une demande. C'est vraiment de temps en temps avec les locataires, faites les contrats. C'est vraiment pareil parce que c'est l'administration. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses
similaires. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est possible, mais c'est pas facile. C'est des fois stressant. Mais si tu connais bien les règles et tu joues avec, tu peux en sortir tranquillement, petit à petit. Si je peux me permettre de rajouter, 95% des entreprises qui démarrent aujourd'hui vont être fermées dans les 5 prochaines années. Et la cause principale, c'est la mauvaise gestion. Donc, qu'elles viennent de l'hôtellerie, c'est juste bon parce que l'hôtellerie, c'est extrêmement difficile. Parce qu'ils se sont dotés de systèmes administratifs pour être capables de prendre de l'expansion. Si on prend les chaînes Marriott, JW Marriott, où elle a travaillé, c'est une bonne base. Alors, quand tu réussis dans ce domaine-là, tu vas appliquer la même chose. Dans n'importe quel autre domaine, tu vas réussir. Alors, c'est ce qu'elle fait dans la Société de crédit au Québec. Elle apporte toutes ses connaissances administratives pour structurer l'entreprise et la permettre de croître à un niveau que moi, je n'avais pas imaginé quand j'ai commencé à faire du prêt privé. Alors... Et donc, vous diriez que 95% des compagnies échouent à cause d'une mauvaise gestion, dans le fond. Exactement. C'est démontré. C'est quoi une bonne gestion? S'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, OK, parfait, si les compagnies en majorité échouent à cause de la gestion, comment est-ce que je peux optimiser ma gestion pour bien performer en entrepreneuriat en général? Je peux te donner un exemple très simple. J'en parle souvent dans mes conférences. McDonaldiser son système. Je prends le mot McDonald's parce que McDonald's, c'est la base de toute franchise. Et pourquoi les franchisés McDonald's, ce sont eux qui ont le plus de succès? C'est justement parce que McDonald's leur offre un clé en main, une structure, une organisation puis une administration. Tu n'as simplement qu'à suivre la méthode. C'est de ça que Isabelle parle, dans la gestion, l'importance de la gestion. Oui, c'est important aussi. Je voudrais ajouter que connaître les coûts, par exemple, avoir les coûts d'opération les plus bas que tu peux, savoir quel est ton marge de profit, rester toujours réalistique et très atterri. Oui, c'est bon être optimiste, mais le meilleur, c'est être conservateur, avoir un budget. Donc, ce sont des variables que ça pourrait changer vraiment la formule d'une compagnie à autre. Des fois, il y a des gens qui se focusent à avoir de plus en plus de clients, mais ils laissent les clients existants et pas attendus. Le service à la clientèle, je pense que c'est la clé de beaucoup de succès dans les entreprises. Et la standardisation, comme Jacques a dit, dans l'hôtellerie, vraiment, c'est comme un militaire. Comme, si tu es dans l'hôtellerie, tu es comme un militaire parce qu'il y a des horaires à accomplir, il y a beaucoup de règlements à accomplir, il y a des systèmes à accomplir. Donc, c'est la même chose. Si tu passes à n'importe dans quelle entreprise et tu mets des méthodes, des systèmes, tu vas réussir avec le temps. Il y a un autre phénomène aussi dans le succès, c'est que je recommande aux gens de lire un livre qui s'appelle le E-Myth, le mythe entrepreneurial de Michael Gerber, où il parle qu'il y a des techniciens, il y a des gestionnaires, il y a des visionnaires. Les trois ont besoin, les deux ont besoin de tous les deux autres. Chacun a besoin des deux autres. Le technicien a besoin d'un gestionnaire et du visionnaire. Le gestionnaire a besoin du technicien et du visionnaire. Puis le visionnaire a besoin du technicien et du gestionnaire. Alors là, la plupart du monde, on a des techniciens, mais on s'imagine qu'on peut être gestionnaire et visionnaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en entreprise et que dans les 5 ans après, ils font faillite parce qu'ils sont des techniciens puis ils s'imaginent qu'ils vont être gestionnaires et visionnaires. Ils se rendent compte en bout de ligne qu'ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas le talent de gérer, ils confient ça à un autre employé qui, lui, non plus. Alors tout ça t'embarque dans un cercle vicieux où ça ne peut pas réussir. C'est pour ça que les franchises réussissent mieux parce que la structure est là. Le gestionnaire et la visionnaire est déjà pré-organisé et tu n'as qu'à suivre le mode d'emploi. Ils vendent une structure, en fait. Ils vendent des systèmes déjà mis en place. Et c'est intéressant parce que plus qu'il y a des structures en place, des systèmes, moins qu'on en laisse au hasard. Et je pense que moins que le hasard a de place. Il n'y a qu'une seule façon de réussir en affaires, c'est de bien faire des choses. Okay? Si tu négliges, tu ne vivras pas longtemps. C'est ça. C'est pour ça que dans les 5 ans, c'est fermé. Wow. Alors, l'immobilier, si on revient au sujet principal, l'immobilier, c'est la même chose. Isabelle est habituée au service à la clientèle. Est-ce qu'il y a une entreprise qui n'a pas de service à la clientèle? Celles qui n'en ont pas, ils ne résistent pas. C'est vrai. Alors, l'immobilier, il a besoin d'un service à la clientèle. Tes clients, ce sont tes locataires. Alors, si tu ne donnes pas un bon service après-vente, ils vont s'en aller. Puis l'immobilier a ce site particulier. Le client s'engage pendant 12 mois à faire affaire avec toi par écrit. Il y a un contrat. Il n'y a aucune autre entreprise que les clients s'engagent pendant 12 mois à faire affaire. Mais
à cause de ça, les gens négligent. C'est pour ça que c'est important, comme propriétaire d'immeuble, de donner un service à la clientèle, de les traiter comme des êtres humains, puis des bons clients. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et c'est vous qui décidez des urgences. Il y a moyen, les locataires, sur des milliers de locataires que j'ai eus, ils ne m'ont pas appelé 24 heures par jour. Un système, si le feu prend, appelle les pompiers, appelle-moi pas, je ne viendrai pas, moi. Wow. Intéressant. Est-ce que vous diriez que si quelqu'un sait faire des structures, des systèmes, il peut avoir du succès, qu'importe l'entreprise, qu'importe le domaine? Oui, selon moi, oui. Il faut avoir les bonnes équipes, la bonne personne dans la bonne place, toujours. Parce que oui, les systèmes se sont là, mais tu devrais avoir des équipes. J'ai compris ça avec l'organisation des événements parce que moi, j'ai fait beaucoup des événements et je devrais gérer beaucoup des équipes en même temps. C'était vraiment comme une horloge. Chaque minute, il y a une chose qui passe. Donc, si tu as les bonnes équipes et tu mets en place un bon système, tu vas réussir n'importe comment. Parce que tu as déjà la base et la structure. C'est pour ça que sa force organisationnelle est très puissante pour nous aussi. C'est d'être habitué. Il faudrait qu'elle livre la perfection. Le client américain, lui, il paye le gros prix. Si c'est pas parfait, la chicane prend. Il réclame, puis il réclame, puis il réclame. Fait qu'elle est habituée à la perfection. Si elle est en implantant la même chose dans notre système à nous, de Société de crédit au Québec, la perfection, donc ça aide énormément. Et le niveau de satisfaction de la clientèle est élevé, le niveau de satisfaction de nos investisseurs est très élevé aussi, à cause de toute cette perfection qu'elle apporte au système, que moi, je n'avais pas. Dans notre entreprise, une de nos valeurs, c'est l'excellence. Je voudrais changer plus le mot perfection à l'excellence. Ça veut dire qu'on est dans l'amélioration constante. Okay? Selon ma vision et ma philosophie, il faut planifier comme si on est une entreprise japonaise et exécuter comme une américaine. Donc, planifier d'ici à 10, 20, 30 ans, mais exécuter chaque jour une petite chose à la fois pour que tu puisses arriver à accomplir les premières années, les deuxième années, les troisième années. La planification stratégique, c'est très important, n'importe si c'est dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Parce qu'avec ça, comme tu as bien dit, tu as moins d'erreurs, tu as moins d'urgences. C'est vraiment seulement des petites corrections à la fois. Parce qu'on est des humains, on fait des erreurs, et c'est normal, mais c'est pas normal de faire les mêmes erreurs tout le temps. Wow, c'est bien dit. Ma prochaine question, ça serait dans le fond, comment est-ce qu'on peut identifier les personnes nécessaires? Disons que je suis un technicien. Je suis conscient du fait que je suis un technicien. Je veux exceller. Comment est-ce que je peux aller identifier le bon talent, un peu comme vous avez été capable de voir vos forces, de vous joindre ensemble pour pouvoir avoir du succès? Comment est-ce que je peux identifier le talent pour le succès? Actuellement, c'est extrêmement difficile parce que surtout depuis la pandémie, les gens ont changé de mentalité. Yeah. Les jeunes, comme moi, j'ai 75 ans, les jeunes ne pensent pas comme moi. Josabelle ne pense pas comme moi, de quelques années de différence. Et la jeunesse actuelle a leur vision totalement différente de ce que moi, j'avais. Alors, ça demande une adaptation, puis c'est pas facile à trouver les bonnes personnes, parce que la nouvelle génération veut travailler moins. Ils veulent avoir beaucoup plus facilement les choses, ils veulent avoir un bon train de vie, mais sans nécessairement travailler pour. Donc, identifier les gens. Et là, on est dans un problème, où il y a beaucoup, pas un problème, mais une évolution avec beaucoup d'immigration, des mentalités différentes, des façons de travailler différentes. Même nous, on cherche les employés. Et c'est extrêmement difficile parce que là, les gens locaux ne veulent plus travailler. On a eu une petite annonce pour adjoint administratif. On a reçu au moins 200 CV de l'Afrique de l'Ouest. Wow. Des gens qui venaient travailler ici, qui demandent un emploi pour avoir leur visa. Puis le poste était ouvert pour les gens ici aussi. Oui, c'est ouvert partout. Ben, les gens d'ici ne répondent pas. C'est des gens de l'Afrique de l'Ouest, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On est inondés. Alors, c'est devenu extrêmement difficile. On a même rapproché notre bureau. Notre bureau était à notre domicile au début. On l'a rapproché à Longueuil pour essayer d'avoir plus de facilité à trouver des employés, parce que la distance est un obstacle, on le comprend bien. Mais c'est beaucoup plus difficile de recruter des gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences sur le marché, mais les mentalités sont complètement différentes de ce que c'était. Et des heures de travail, ils veulent travailler, partir à domicile. Est-ce que tu travailles de possible? Des enfants, le voyagement. Beaucoup de facteurs qui n'existaient pas avant. On est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler. Alors, il faut s'adapter à ces nouvelles façons-là.
Et je trouve pas ça facile. Ce côté-là, je trouve pas ça facile parce que c'est pas dans ma mentalité à moi. Jézabel non plus, venant d'un autre pays, ça n'existe pas là-bas. Les autres, tu travailles. C'est ça. Tu travailles ou tu crèves. Si tu travailles pas, tu crèves. Donc, ils ont cette mentalité complètement différente d'ici. Eux autres, ils perdent l'emploi. Le lendemain matin, ils vont s'acheter une caisse de Kleenex, ils vont être dans le milieu de la rue, aux arrêts stop, puis ils vont vendre ça aux gens. Il faut qu'ils nourrissent la famille. Alors, ici, on est un peu plus gâtés. Peut-être un peu trop gâtés. Et on ressent, actuellement, on ressent cette gâterie que les jeunes ont... C'est pas un blâme que je fais. Ils ont une vision totalement différente de nous autres. Puis Jézabel, c'est un choc pour elle de voir de gros... Parlez-en un peu, je l'appelle la différence de mentalité entre le Mexique et ici pour le travail. Pour tout. Oui, mais c'est différent parce que pour nous, c'est une fierté. C'est comme si c'était dans notre culture servir. Okay? Si tu ne travailles pas, tu es vraiment une honte pour la famille. Mais c'est historique, même les Aztèques, et il n'y avait pas de gens qui ne travaillent pas. Toujours, on avait quelque chose à faire. Okay? Et une carrière, ou soit si tu fais un handyman, mais il faut travailler parce que dans mon pays, il n'y a pas de ressources et le gouvernement ne te donne pas de chèques pour rien. Donc, c'est important. Par rapport à ta question, comment est-ce que tu peux savoir si tu es un technicien, si tu es un visionnaire ou si tu es partie de gérante, de la partie gérante? Donc, je pense que c'est beaucoup que tu te connais de mieux en mieux. Tu devrais te connaître vraiment qui est toi. Par exemple, moi, je suis très bonne avec les gens, les relations publiques. J'aime faire des analyses. J'adore faire aussi les contacts humains. Mais moi, je ne me vois pas dans un écran pour faire la programmation, par exemple. Moi, je connais mes talents et j'ai déjà développé ça. Mais c'est les talents naturels que tu es. Parce que si tu vas aller chercher oui, tu peux étudier des autres choses pour avoir un contexte généraux et améliorer ton service, mais tu devrais rester dans ta nature. Tu ne peux pas être en compte de ta nature. Je pense que maintenant, les problèmes de notre génération et les futures générations, c'est ça. Qu'ils sont perdus, ils ne se connaissent pas bien parce qu'on regarde beaucoup les réseaux sociaux, les autres, mais on ne fait pas beaucoup de voyages dedans nous pour se comprendre et se connaître. Et pour se rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Ce sont des petites questions peut-être philosophiques, mais ce sont importantes pour trouver une mission de vie. Parce que chaque fois que moi, j'arrive à la Société de Crédit au Québec, ou n'importe quel projet que j'ai, vraiment, je me donne comme c'est le service à l'humanité. Je viens ici pour faire un bien grand. Quel va ser le bien? Je laisse que l'univers, l'énergie plus puissante vienne avec moi et je travaille avec toute la passion pour laisser un héritage. Parce qu'après 40 ans, tu te rends compte que tu voudrais laisser un héritage. Par exemple, M. Lépine, il a déjà laissé une trace dans la société québécoise. Et ça, c'est une fierté pour lui et pour moi et pour toute la famille, en savoir que tu, à moins, tu n'étais pas seul ici pour te profiter la vie. Qu'est-ce que tu vas laisser à long terme? Donc, ça te donne le drive chaque matin pour dire, ça c'est à long terme, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. La vie, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. On va profiter, on va aller avec la passion. Et comme est-ce que je voudrais que les gens se souviennent de moi, de que je ne serai pas là. Donc, ça change la formule. 100%. C'est bien, c'est bien. Souvent, dans mes coachings, on me pose souvent la question, comment je peux faire pour réussir? Alors, je leur pose la question, est-ce que tu connais tes passions? As-tu une passion? Là, ils sont là, c'est quoi, c'est une passion? Ils sont totalement perdus. Les gens ne se connaissent pas. Wow. Ils sont orientés ou ne sont pas orientés du tout. Ils n'ont pas... C'est tout un système complet. Hein. Les gens ne savent pas quoi choisir. Ils y vont, là, on va faire de l'argent là, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Mais ils ne se connaissent pas réellement. Et si vous voyez à l'échec, quand tu ne vis pas tes passions, regarde toutes catégories confondues, quels sont les gens qui réussissent? C'est des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Ça a toujours été, c'est à présent, et se trouve toujours. Alors, c'est la première chose à découvrir. Ne pas choisir en fonction de l'argent, mais en fonction de la passion. Parce qu'avec la passion, l'argent va venir automatiquement.
Bien dit, bien dit. Et c'est drôle parce que c'est un podcast immobilier, mais on parle beaucoup de mental depuis le début, de tout ce qui se passe entre les deux oreilles. Et M. Lépine, vous répétez souvent que 80% du succès, c'est vraiment entre les deux oreilles. Je pense qu'on a assez exploré ça, mais peut-être aller plus en détail. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous répétez ça? Ben, je te donnais l'exemple avant l'entrevue. Lorsque quelqu'un réussit, toi, t'étais là, tes parents, c'est facile pour toi, mais ce que les gens voient, c'est la partie extérieure de l'eau du iceberg. En dessous de l'iceberg, on ne voit pas ça. Au-dessus de l'eau, on voit la réussite, on voit les belles voitures, on voit les voyages, les belles maisons, on voit ça. Mais ce qui est caché sous l'eau, ce qu'on ne voit pas, ça, c'est la sueur, la passion que tu as mis, le travail, les essais, les erreurs, toutes les lectures, toutes les études que tu as faites, toutes les difficultés, les défis à rencontrer. Les trois quarts sont sous l'eau. Alors, et on voit très bien dans toute la société des gens très instruits, mais ils ont une vie moyenne, normale. Mais ceux qui sont vraiment passionnés, ceux qui ont travaillé leur mindset, leur mental, on voit que peu importe les connaissances qu'ils ont, ils l'appliquent tellement bien, ils ont un mental tellement fort, qu'ils sont capables de réussir. Alors, 80% de toute cette réussite-là, dans toutes mes observations, vient du mental. Parce qu'il y en a qui sont très instruits, très bien éduqués, mais ils n'ont pas le mental pour réussir. D'autres qui ont moins de choses, mais ils ont le mental pour réussir. Et ils réussissent plus. C'est vrai, c'est vrai. J'ai souvent observé ça, dans le fond, là, certaines personnes qui semblent avoir moins de connaissances, mais qui réussissent mieux, que ce soit peut-être au niveau des relations. Ils comprennent l'art de connecter avec différentes personnes. Vraiment, ça fait du sens. Je voulais en revenir là. Je reviens à Jézabel. C'est ce qui m'a toujours épaté chez elle. Tu l'amènes n'importe où. Il va y avoir 1 million d'étrangers. Je vais dire, va parler à cette personne-là. Ça va prendre une fraction de minute, quelques secondes, le contact va être déjà établi. Elle a ce talent-là, puis elle aime faire ça. Alors, c'est une force. En affaires, c'est une grosse, grosse force d'être capable d'établir un contact solide en partant. Pas juste éphémère. Il y en a beaucoup d'éphémères. Isabelle, elle établit un contact, elle les regarde dans les yeux, elle les écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés. Alors, c'est une force qu'elle a. Et ça amène au succès aussi, être capable d'écouter les gens et d'entrer en communication, pas juste en communication, en contact intense avec les personnes. Puis elle aime ça. Ça lui réussit très bien aussi. Oui, parce que j'étais avec milliers de personnes dans l'hôtellerie, imagine-toi. Oui, mais 17 ans. Tu as ce talent-là aussi. Oui, mais il faut développer. Oui. Merci beaucoup. Oui, je crois que oui, mais aussi il faut développer certaines psychologies pour parler avec les gens qui arrivent avec un gros drame, un gros problème, parce que tu es dans la vacance. Quelqu'un a décédé dans l'hôtel, et ton fils est disparu. Beaucoup de choses à régler dans les vacances. Donc, c'est là que tu arrives à calmer les personnes, à trouver une solution. Tu es en mode solution 24 heures par jour dans ce type de travail. Donc, c'est là que j'ai compris avoir ce lien, avoir l'empathie, parce que c'est vraiment rentrer dans l'empathie et visager les autres comme des humains. Parce que le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils te voient comme un budget, comme si tu es l'argent partout. Non, il faut vraiment voir les gens comme des humains. Ils ont des familles, ils ont des sentiments. Il faut être professionnel tout le temps et respecter les gens. Parce que il y a, comme Jacques a bien dit, des fois, je suis dans n'importe où et une personne m'approche et ils sont mes amis rapidement. Et Jacques me dit, un autre ami, je suis dit oui, parce qu'on démarre une petite conversation et des fois, j'ai connu tellement de gens très intéressants, même pour le networking, de façon, et des gens que tu n'as jamais pu penser qu'ils détiennent plusieurs de millions, ils détiennent beaucoup d'immobilier, de terrain, mais c'est être ouverte à connaître les gens. Tu aimes l'être humain. Tu peux arriver de même la personne qui fait le ménage, il a une belle histoire de vie, il te donne un moment de sagesse que tu peux prendre immédiatement de cette personne. Donc, pour nous, c'est important. Dans le prêt privé, nos forces se réunissent. Isabelle est en relations publiques. Moi, c'est de l'analyse mathématique. Les gens nous arrivent avec des projets, puis lorsqu'on leur refuse, on leur dit, regarde, avec toute l'expérience qu'on a ou que j'ai, si je refuse le projet, ça veut dire que moi, je ne l'achèterai pas. Tu devrais peut-être te poser des questions si tu devrais l'acheter toi-même. Parce que si moi, je le refuse, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et on lui dit exactement, tu vas manquer de cash flow à tel endroit.
Fait qu'on est un peu plus que des prêteurs privés. On est des conseillers en même Conseillers, temps. des mentors. Et notre but n'est pas de reprendre les immeubles d'autres. C'est le dernier recours. Avant, on va essayer tout ce qui est possible et imaginable pour sauver la situation. Le résultat, c'est qu'on n'a pas repris beaucoup d'immeubles à date. C'est arrivé un seul client sur des centaines qu'on a eues de dossiers parce qu'on a trouvé des solutions. Intéressant. J'avais une question là. Tu sais, bon, les deux, vous avez investi au Mexique comme ici au Québec, c'est bien ça? C'est moi. Oui. Donc, Isabelle, de ton côté, c'est quoi les grandes différences? Sachant que là-bas, la mentalité est différente d'ici, comment est-ce que ça se reflète dans les deux marchés immobiliers? Comment est-ce que le marché immobilier mexicain est différent de celui ici au Québec? Et quelqu'un qui aimerait peut-être investir là-bas, qu'est-ce que cette personne-là devrait savoir? Oui, à Mexique, il y a une grosse différence parce que le taux d'intérêt, c'est 12%. Donc, dans les résidentiels. C'est ce que j'avais acheté résidentiel. Et de même, n'existait pas le refinancement, par exemple. Donc, ça restreint beaucoup les gens pour avoir des multilogements. Usuellement, les multilogements se sont faits pour les gens plus riches, OK? À cause de ça. Parce que tu ne peux pas arriver à payer une hypothèque à 12% et acheter une autre et refinancer. Deuxièmement, je pense que ici, vous êtes plus organisé et toute l'information, c'est public. Là, il faut faire les diligences vraiment. 2 diligences, 3 diligences, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'inconsistances. Des fois, j'ai entendu des personnes qui l'ont vendu le même terrain 2 fois. Donc, c'est vraiment être plus vigilant. D'un autre côté, l'avantage de là-bas, c'est que comme c'est moins restreint, tu as plus de liberté pour louer des Airbnb, pour faire plusieurs de choses. Et si tu as de bons contacts dans les municipalités, tu peux faire bouger les choses plus rapidement. Soit par contact, par l'argent. Donc, il y a toujours des choses des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais selon mon expérience, maintenant que je suis investisseur immobilier au Québec, la possibilité de doubler la valeur dans un an ou un an et demi, comme dans notre cas, dans la rénovation optimisation, c'est au Québec. Au Québec, oui. Okay. Oui. À Mexique, je ne dis pas que ce n'est pas possible, peut-être avec une reprise de banque, mais ça prend beaucoup de dépenses avec les avocats. Des fois, tu ne peux pas prendre l'immeuble après quelques années. Mais ici, c'est plus facile. Je trouve que le système, c'est bien fait et c'est fait pour aider les gens. Mais je sais que les règles ont changé avec les taux d'hypothécaires, mais quand même, c'est plus facile. Okay. On a analysé comme prêteur pour aller en France, entre autres par la Martinique. Il y a un monopole bancaire, c'est presque impossible. Il y a tellement de réglementations qui viennent en contradiction. Et l'échéance de tout ça, c'est la prison directe. Alors, le refinancement n'existe pas en France. Il faut revendre l'immeuble. Alors que si on peut refinancer le même immeuble, le terme est de 25 ans ou 30 ans, alors que si le terme est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Alors, c'est des mondes complètement différents. Au Canada, on est à peu près le meilleur système bancaire au monde qui existe. Et c'est encore supérieur aux États-Unis là-dessus. Par contre, aux États-Unis, il y a énormément d'opportunités. Puis le Québécois, la force que le Québécois a, c'est qu'on est un petit peuple. On est juste 8 millions. Et il faut toujours se renouveler. Un artiste fait un spectacle, quand il a duré 2 ans, ici, il a fait le tour. En France, le spectacle peut durer 10 ans. Aux États-Unis, la même chose. Alors, quand on arrive, nous, dans un autre pays, on est tellement habitués de recréer, de créer et de recréer, que c'est facile pour nous, parce que c'est notre seule façon. Alors, quand tu arrives dans des grands marchés comme ça, on constate que ces gens-là, ils sont endormis totalement, ils ne voient pas les opportunités, ils sont tellement pris dans le rat race en Floride, on passe l'hiver-là, nous autres, les gens ont 2 jobs, 3 jobs, puis ils n'ont pas le temps de voir les opportunités. Ils s'en vont du point A au point B au point C, ils font toujours le même circuit, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop pris. Et entre autres, en Martinique, c'est un peu la même chose aussi, les gens sont pris dans un certain rat race, puis ils n'ont pas le temps de voir les opportunités, c'est la course. Fait que pour un Québécois qui voudrait s'aventurer dans l'investissement en dehors du Québec, ce que vous recommanderiez, ce serait vraiment les États-Unis? Ben, définitivement. Le système américain ressemble beaucoup, ou notre système ressemble beaucoup à l'américain. Mais c'est pas comme structuré comme nous, ça l'est ici. C'est ça.
Et ici, vraiment, ça a été bien fait. Le système de cadastration est beaucoup mieux. Il y a moins d'erreurs dedans. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'erreurs. Tu ne peux pas faire une transaction sans acheter une assurance titre. C'est obligatoire là-bas. Tu n'as pas le choix. Ici, c'est pas obligatoire encore. Parce que les notaires ont bien fait leur travail, puis les avocats. Le système de registre foncier est bien conçu au Canada. Il est moins bien conçu aux États-Unis, puis dans d'autres pays, il est presque inexistant. Wow. Entre autres, en Martinique, où des gens... je ne sais pas si tu viens de la Martinique, toi. Non, je suis né ici. Tu es né ici. Il y a des Haïtiens gens qui s'établissent sur un terrain, puis il ne leur appartient pas. Ouais. Et là, ils essaient de revendre ça. Ils ne peuvent pas vendre, ça ne nous appartient pas. Intéressant. Alors, c'est un problème d'État qui doivent régler. Yeah. Alors, mais ici, ça n'existe pas. Donc, on est avantagé sur des côtés et désavantagé, par contre, du côté fiscal. Fiscalité canadienne, québécoise particulièrement, on est les plus taxés en Amérique du Nord et bientôt dans le monde. Et c'est pas suffisant. Mais c'est prévisible parce que, si je prends l'exemple de la pandémie, on a donné, l'État donne, mais l'argent vient où de l'État? On n'a pas de revenus d'État, sauf les impositions. Donc, c'est évident, quand le gouvernement va donner quelque chose que la population demande, que le gouvernement devra aller le rechercher dans la même population. C'est ça. Mais ça, les gens ne réalisent pas. Comme une roue sans fin. C'est ce qu'il passe maintenant aux États-Unis. À cause de ce type de procédures dans l'économie, maintenant, oui, c'est bon que si tu voudrais investir aux États-Unis, c'est bon, mais tu devrais voir premièrement dans quel État, parce que chaque État, il y a une loi différente. Et à la Floride, maintenant, ça est devenu vraiment pour les plus riches. Les assurances, ils ont presque triplé les prix. Les taxes, ils ont doublé. Donc, il faut voir si c'est un condo. Il y a beaucoup de condos que maintenant, on a des frais supplémentaires parce qu'avant, des cotisations spéciales parce qu'avant, ils n'avaient pas de budget. Mais à cause d'une nouvelle loi qui s'est mise l'année passée, tu devrais avoir un budget. Et maintenant, il y a beaucoup de cotisations spéciales dans les condos. Donc, est-ce que c'est un bon investissement ou non? Ça dépend, mais tu devrais être conscient de que tu t'embarques dans un autre système que tout a changé à partir de l'année passée. Donc, si tu vas acheter une maison, c'est la même chose. Tu devrais voir si l'assurance voudrait t'assurer parce que s'il y a des inondations, il y a une possible inondation, peut-être ta propriété n'est pas assurable. Donc, ce sont beaucoup de variables pour dire oui, aller dehors à acheter. Moi, personnellement, j'ai décidé de rester au Québec parce que je me sens plus en sécurité. Les marchés, c'est plus stable. Oui, on a des enjeux comme dans tout le monde, mais l'économie, c'est plus stable. Intéressant. Super. Écoutez, je voulais là, un peu plus, là, on court là, avec le temps, mais au niveau du prêt privé, rapidement, quelqu'un qui aimerait financer un projet, qui pense à faire affaire avec un prêteur privé, c'est quoi peut-être des choses qu'il devrait savoir, trucs et astuces pour être bien accompagné à ce niveau-là? Dans la Société de crédit au Québec, c'est important que tu saches premièrement les coûts. Les coûts, parce que nous, on a un taux d'intérêt de 15% d'intérêt annuel, plus les 3% de frais de dossier, mais il n'y a aucun frais de remboursement. Donc, c'est important que tu connais tous les frais dans lesquels tu t'embarques pour voir si tu vas en sortir de manière facile. Et ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est important de savoir la durée des prêts. La plupart des prêts que la Société de crédit au Québec fait, c'est de 3 mois à 12 mois, parce qu'après les premiers ans, tu devrais payer un renouvellement. Mais on ne voudrait pas ça parce que c'est très dispendieux pour l'emprunteur. Et ça, c'est un gros différenciateur entre nous et les autres prêteurs privés, parce que nous, vraiment, on voudrait aider nos emprunteurs à en sortir rapidement de notre prêt. Et on est content avec ça. Une autre astuce, avoir tous les documents et être très transparent avec les prêteurs privés. Parce que dès qu'on arrive à ouvrir un dossier, on voudrait savoir toute la vérité. Qu'est-ce qu'il passe dans les projets? Qu'est-ce que sont les enjeux qu'on va avoir dans les projets? Et aussi pour la partie aussi des profils de l'emprunteur, tous les états financiers et qui est lui pour faire comme un petit stress test et savoir vraiment quels sont les risques qu'on va prendre. Mais les gens devront être très
honnête et très ouverte à nous dire toute la vérité. Parce que M. Lépine connaît déjà la formule aussi. Et moi, je comprends de plus en plus. Donc. Tu sais, des gens, tu as 30 secondes pour faire une première bonne impression. Alors, si tu arrives chez nous, puis tu viens me voir pour savoir qu'est-ce que tu as besoin comme document, tu perds des points. Yeah. Comme dans une banque. Exact. Alors, tu devrais savoir, avant d'aller voir n'importe quel banquier, n'importe quel prêteur, tous les documents dont tu as besoin. Et ça augmente le niveau de confiance ou ça le diminue. Et plus on court après les documents, bien plus il perd des points. Puis moins on est intéressé à prêter, non pas parce que le projet n'est pas bon, mais l'individu n'est pas bien organisé. Et ça, c'est important pour nous. Un projet peut être bien ordinaire, mais l'individu est tellement bien organisé qu'il va en faire un succès. Tandis qu'à l'inverse, tu as un beau projet, mais l'individu mal organisé, il va faire un flop avec. Ça, c'est la difficulté qu'on doit toujours surveiller tout le temps. On avait des beaux projets. Mais écoute... La personne derrière. On demande des documents, on redemande un autre document, il nous envoie 2 évaluations différentes pour le même immeuble, avec des valeurs différentes. Dans laquelle que je prends, voilà, là. La haute ou la basse, là? L'inspection en bâtiment. Ah non, c'est parce que j'ai demandé d'être sévère pour baisser le prix. Oui, mais moi, cette structure, là, tu as des fissures dans le salage, là. Hein, après ça, tu vas me dire, je suis désolé, mais c'est moi qui prends le risque financier. C'est nous qui prenons le risque financier. Et nous, on représente nos investisseurs. Donc, on doit être très, très strict là-dessus. Et mais il y a moyen de s'en sortir, bien évidemment. Il faut que les gens se préparent, arrivent avec des bons documents, fassent des bonnes analyses et qu'ils ne rêvent pas en couleur. Tu sais, c'est des mathématiques. 1 plus 1, ça fait 2, puis 3, puis 4, puis 5. Alors, il faut qu'ils se préparent de la bonne façon avec des projets viables et nous amener des évidences. Parce que nous, il faut toujours regarder la porte de sortie. Quelle est ta porte de sortie? Parce que ton financement, il risque de te créer un cash flow négatif le temps que tu fasses ton projet. Alors, comment tu vas faire pour me rembourser? Ta porte de sortie, c'est le refinancement ou la vente? Si c'est le refinancement, donne-moi des évidences que l'immeuble va valoir le prix suffisamment élevé pour être capable de refinancer, de sorte que tu pourras nous rembourser. Si tu n'es pas capable, on ne peut pas y aller. Parce qu'on sait d'avance qu'on va être obligé de reprendre ton immeuble. C'est pas ça qu'on veut. On est des prêteurs, on n'est pas des investisseurs, nous sommes des prêteurs. Yeah. Donc, c'est vraiment d'être informé, d'avoir vraiment les bagages nécessaires là, pour un bon projet. Vous regardez plus loin que juste le projet, la personne, etc. Oui. C'est très intéressant. Écoutez, on court, le podcast tire à sa fin. Dernière question rapide avant qu'on termine. C'est quoi le succès en immobilier pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous définissez là, du succès en immobilier? Pour moi, je crois que le succès, c'est vraiment avoir ton parc immobilier de manière solide, tranquillement. Parce que la plupart des choses que je regarde, c'est que des fois, on voudrait avoir une croissance exponentielle, mais si tu n'es pas la bonne structure, si tu n'es pas bien organisé, ça pourrait être un échec. Donc, pour moi, c'est la planification, l'organisation, l'exécution, mais dans une bonne structure. Je vais dans le même sens que Jésabelle, c'est que les gens veulent aller de A et atteindre Z dans un temps record. Mais l'immobilier, c'est une entreprise comme n'importe quelle autre. Donc, tu vas faire une acquisition, tu dois stabiliser. Une fois que tu es stabilisé, regarde pour une autre acquisition et restabilise. Et tu vas arriver à Z plus vite que celui qui part de A, qui va arriver à Z instantanément, parce qu'il va peut-être se rendre à Z et il va retomber à moins A. Okay? Parce qu'il aura été trop vite, il n'y aura pas de structure, de financement nécessaire. On ne peut pas sauter des étapes. L'étape de stabilisation est extrêmement importante. Madame Cortez, M. Lépine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Votre présence. Merci beaucoup à toi.